Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 29 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, ce matin, pour parler crypto, pour parler actualité, et pour analyser les cours. Vous allez voir qu'aujourd'hui on va parler beaucoup de la Chine, on va comprendre l'impact de la Chine et de l'effondrement économique de certains acteurs chinois sur le BTC, et oui, il peut y avoir des impacts, on va essayer de comprendre pourquoi, et ensuite on va se diriger dans l'analyse technique, où vous allez voir que c'est relativement flat au niveau du BTC, mais on a quelques indications court terme dans lesquelles on a des chasses à la liquidité, on a quelque chose qui est en train de se consolider. On va regarder tout ça ensemble et ça commence tout de suite. On commence tout de suite par la SEC qui est en train de définir que les NFT peuvent être des securities, voire même sont souvent des securities. C'est dans l'attaque de Impact Theory, qui était une compagnie média qui avait vendu des NFT pour pouvoir se financer. Et là, actuellement, ils sont en train de définir ça comme étant une securities. Alors si vous voulez mon avis, je pense que oui, il y a beaucoup de NFT qui ont été utilisés pour détourner les SEO, dans lequel on va avoir certainement une grosse série de tapes sur les doigts, et c'est ce qui est en train de se mettre en place, et où là on est vraiment dans la dynamique que l'on a connue au début au niveau des cryptos, d'accord? Sauf que c'est dérivé sur les NFT, mais les NFT, en fait, sont des contrats, sont des smart contracts, comme les cryptos sont aussi des smart contracts, d'accord? Les tokens en eux-mêmes sont des smart contracts sur la blockchain, les NFT en sont aussi, donc forcément c'est le même véhicule, et à côté, est-ce que oui ou non c'est défini comme étant une securities? Bon, bah, il suffit d'appliquer la loi comme d'habitude, et on voit si oui ou non ce sont des securities, et je pense sincèrement qu'on va en avoir un certain nombre qui vont arriver de ce style-là. L'important c'est que ce ne soit pas les tokens en eux-mêmes ou le véhicule, mais qu'il y ait vraiment une représentation de est-ce que la securities elle est liée à la décentralisation, est-ce que la securities elle est liée à la typologie de vente, comme on a pu voir avec notamment Ripple, où quand c'est vendu dans un marché secondaire, ce n'est plus considéré comme une securities. C'est intéressant de voir quelle va être la réglementation qui va sortir de ça, parce que dans tous les cas, il y aura une réglementation, on n'en parle plus, mais je vous rappelle qu'il y a toujours les différents éléments qui sont en train d'être travaillés au niveau du Parlement américain, d'accord? Donc il faut juste être patient par rapport à ça, mais ça va sortir, on le sait, déjà en juillet on avait pas mal d'infos, c'est juste tombé dans les oubliettes sur le mois d'août, mais ça ne devrait pas tarder à sortir, et je pense qu'on devrait avoir des infos dessus sous peu. Alors, autre chose qu'on a oublié, c'est que on a notamment GBTC, donc c'est Grayscale Capital, qui est en procès contre la SEC pour la validation ou non de son ETF. Normalement, on est censé avoir un retour dans les semaines qui arrivent, voire même jours qui arrivent. On a eu un premier retour dans lequel ils ont défini que la SEC n'avait rien à se justifier et ciao. Là-dessus, Grayscale avait répondu, il y avait eu l'accord en disant non, en tous les cas, vous devez avoir une validation et un retour effectif, en disant voilà, à un moment donné, pourquoi et quels sont les éléments qui permettraient d'avoir le passage de GBTC en justement en ETF, hein, d'accord, on rappelle la différence que GBTC est un trust dans lequel en fait les fonds sont définis tels quels, et la part, quand on achète une part de GBTC, on achète du coup une part du fonds qui possède les BTC, pardon, mais on ne possède pas les BTC. D'accord, c'est deux choses séparées. Et si je veux vendre ma part, je ne peux pas dissoudre la part et récupérer et vendre du coup les BTC et les récupérer mon cash. Je suis obligé de vendre ma part du trust directement à une personne ou deux personnes, etc. Et donc ça veut dire que derrière, le seul moyen de vendre, c'est de faire un marché secondaire qui s'effondre. Qui est un petit peu pourquoi on a justement une décote actuellement au niveau de Grayscale Capital. Bon, ceci étant dit, on va attaquer sur le sujet principal, qui va être la Chine, l'effondrement de la Chine, et notamment de son géant Evergrande. Tout le monde en parle, je vais aller très vite dessus. Globalement, on fait très vite, ça fait déjà depuis très longtemps où on sait que Evergrande est en train de s'effondrer déjà depuis un certain temps, on sait déjà depuis longtemps que la Chine a une crise économique immobilière dans laquelle il y a énormément d'habitations qui ont été construites et qui n'ont plus de personnes pour acheter, tout simplement, ou même encore pire, on a un cycle qui est en train de se mettre en place où beaucoup de personnes ont acheté à crédit, sauf que il n'y aura jamais de bâtiments qui seront créés parce que, en l'occurrence, les géants comme Evergrande sont en train de faire faillite et donc ne pourront pas créer des différents appartements. Donc ça sous-entend qu'il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de payer leurs prêts. Ça, c'est pour rappel, hein, il y a à peu près 2 ans, ça a commencé vraiment à éclater. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça revient sur le devant de la scène, parce que justement, on a eu le retour de la cotation de Evergrande après 17 mois de suspension. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est
très vieux. Et on voit que ce lundi 28 août, on s'est effondré de 86%, d'accord? Donc on a eu un retour à la valorisation générale d'Evergrande dans lequel on a de toute façon un abandon général de l'ensemble de leurs dettes, hein. Ils sont incapables de payer les dettes, et la question est, est-ce qu'on va être dans un cycle où il va y avoir un ensemble d'autres sociétés qui sont rattachés à Evergrande, parce que ce n'est pas qu'un géant, hein, d'accord, beaucoup de personnes ont réinvesti dessus, ou Evergrande possède des dettes sur d'autres sociétés, des dettes qui sont capitales à leur survie. Est-ce qu'on va pas avoir une série de faillites qui vont arriver, justement? La grande question, ça va être la réaction de la Chine par rapport à ça. Et là, ça va être très intéressant, c'est justement comment ils vont se mettre... Hop, c'est pas celui-là. Comment ils vont se mettre en place. Et ils sont quand même déjà en cours de préparation. Ça se voit, ils sont en train de réduire les taux au niveau de la Banque Centrale de Chine. Donc là-dessus, on a même une diminution, donc ça c'est pas la Banque Centrale, mais on a une diminution donc des taux de la Banque Centrale de Chine, et à côté on a la Chine qui diminue les taxes sur le commerce et notamment sur les transactions liées aux stocks. Bon qu'est-ce qui se passe? On a 5% d'augmentation de rallye par rapport justement à ce qui est en train de se passer au niveau du marché chinois. Il y a des personnes qui sont en train d'investir, dans lequel on a une diminution des taxes, qui permet d'augmenter l'inflow, donc c'est-à-dire l'injection de capital, pour pouvoir se faire. Alors gardez bien en tête ça, parce qu'on va revenir dans cette représentation dans quelques instants, avec l'impact que ça peut avoir au niveau du BTC, parce que c'est très intéressant de bien comprendre ça. L'autre chose à prendre en considération, c'est qu'on a une Chine qui est en crise, oui, dans lequel on a une jeunesse, on a 25% de taux de chômage au niveau de la jeunesse, alors ça je pense que vous en avez vu partout, en fait, ça fait la une, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on se retrouve dans une dynamique de communication, où on est en train de nous dépeindre la Chine comme étant non plus le moteur de l'économie mondiale, mais plutôt comme quelque chose qui est en train de s'effondrer. Alors que, justement, il y a 2 ans, on définissait que la Chine était le moteur économique, et ça restait dans cette démarche-là. La seule chose qui a changé entre-temps, parce que là, comme je vous dis, il n'y a rien qui change, Evergrande, on est au courant depuis très très longtemps, enfin voilà, tous les différents éléments, on est au courant, d'accord? Le seul problème, c'est qu'on a un PIB qui diminue. Mais est-ce que c'est si anormal que ça, dans le sens où d'avoir un PIB qui diminue, alors qu'on a fait toute la démarche d'attirer les personnes qui étaient dans les campagnes vers les villes pour pouvoir subvenir à l'industrie, donc on était dans une phase d'industrialisation forte, et donc derrière, c'est comme d'habitude, on doit créer de la main-d'œuvre pour pouvoir justement pousser cette industrie, et donc derrière on a une valorisation très forte à travers des routes, à travers des bâtiments, des logements, des écoles, etc., etc. Bon, ceci étant dit, ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'on se retrouve dans une démarche où on est en train de dépeindre la Chine comme étant quelque chose d'horrible. Alors que, enfin, en train de s'effondrer, vraiment, c'est vraiment cette idée-là, c'est en train de s'effondrer. La seule chose qui a changé, c'est que on a l'avènement des BRICS, d'accord? On a vraiment une communication très forte au niveau des BRICS, et donc, derrière, on a une contre-communication qui est en train de se mettre en place pour, justement, diminuer l'impact potentiel des BRICS sur l'économie américaine. Je fais un petit lapsus, mais bon, on n'est pas si loin que ça, économie américaine, économie mondiale, d'accord? Mais, ce qui est intéressant, c'est vraiment comprendre comment la dynamique est en train de se faire. Néanmoins, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être, est-ce que, oui ou non, on va se retrouver dans une cassure vraiment forte au niveau de l'économie chinoise? Si c'est le cas, quel va être l'impact au niveau du BTC? Ce qui est intéressant de voir, c'est que à partir du moment où on a eu un effondrement du yuan, et à partir du moment où on a eu un effondrement à chaque fois des crises économiques chinoises, on a toujours eu une injection de liquidité provenant de la Chine sur des actifs comme le BTC. Et ça s'est toujours vu, on l'a toujours vu systématiquement, avec un retour des liquidités sur des actifs qui sont beaucoup plus forts, comme le BTC. Et je pense très fortement que si on a réellement un effondrement, alors tout est relatif, un effondrement, ils sont quand même potentiellement entre 2, 3, 4, 5% d'augmentation au niveau du PIB, donc on est quand même bien loin, il y a beaucoup de personnes beaucoup de pays qui aimeraient avoir ça, donc on est vraiment très loin des chiffres qu'on peut avoir, mais c'est considéré comme étant une chute de l'économie chinoise, dans le sens où on était habitué à avoir 8-10%, bon voilà, on va passer en dessous de 5% certainement, et il est possible que si jamais on a une accélération forte de cette décroissance, et voir la mise en place d'un cycle potentiel qui risque d'être relativement violent en Chine, d'avoir de l'injection de liquidité chinoise sur des actifs de refuge, par exemple le BTC. Pourquoi? Tout simplement parce que le BTC représente quelque chose qui est porteur, c'est quelque chose qui est incensurable, et c'est quelque chose qui est insaisissable, d'accord? Donc là, on est vraiment dans une démarche où c'est une protection du capital qui peut rentrer, et c'est intéressant, parce que du coup, c'est une protection du capital qui rentre sur l'actif
des cryptos et qui est différent de ce qu'on peut connaître habituellement, et c'est un petit peu ce qu'on avait vécu dans cette période-là, d'accord? Je sais pas si vous vous souvenez, en mars, qui était la cassure de SVB, dans le sens où on avait peur sur une faillite des banques américaines. Qu'est-ce qui s'est passé? On a une accélération haussière des achats massifs qui ont été effectués au niveau du BTC. Et donc on a eu cette accélération haussière. On pourrait très bien avoir la même chose côté Chine. Bon, on en est encore très loin, encore une fois, c'est pour ça que je vous présente les deux, en vous expliquant que, attention à la communication qui a été effectuée, pour l'instant il n'y a pas de nouvelles, entre guillemets, c'est juste un renforcement de la communication lié à une compensation sur la communication des BRICS, mais c'est quelque chose qui est vrai et qu'il faut justement surveiller, parce qu'en effet on pourrait avoir un inflow, donc un ajout de liquidité, pour pouvoir justement valider un petit peu cette expansion au niveau du BTC et de la valorisation du BTC à travers la protection des biens des Chinois. Alors, on va avancer un petit peu dans l'analyse technique. Intéressant de voir au niveau de l'économie américaine, c'est qu'on a quand même une série de rebonds qui est en train de se faire. Vendredi, gros rebond, lundi, gros rebond. On a une journée qui a été faible en termes de nouvelles. Et intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être la mise en place d'une accumulation là. Alors là, je m'attendais pas forcément à avoir une accumulation ici, mais on est peut-être en train de le faire, d'accord? Donc on pourrait avoir un selling climax, un automatic rally, un secondary test qui peut avoir lieu, on pourrait attendre ici un STB, voire potentiellement un spring là, d'accord, quelque chose qui effectue comme ça, on reteste, on s'enfonce, on reteste, on s'enfonce, on casse haussier, on reteste et on part, d'accord. Là, c'est quelque chose qu'on a déjà connu, il y a peu, il suffit simplement de remonter dans le temps, tac, donc long terme, hein, mais qui est exactement ce qu'on a connu là, d'accord, cassure, reteste, cassure, et après on part. Sauf que là on n'a pas eu de véritable retest ST comme là on est en train d'avoir. Donc là on pourra avoir cette petite pattern qui pourra avoir lieu ici. Alors là il va falloir juste surveiller, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment une accumulation pour repartir à la hausse? À ce moment-là on aura un bon signal qui pourra avoir lieu, parce que on vous rappelle que, hop, on va passer juste en semaine, vous allez bien voir que on est bien dans ce mouvement ici haussier. Hop, on va juste remettre le Fibonacci pour avoir une belle vision. C'est à côté, tac, on est bien sur un retest du premier arrêt, 236. D'accord, on pourrait très bien avoir une accumulation pour repartir à la hausse. Donc ça sous-entendrait ici que la récession, on n'en aurait pas. D'accord, au niveau des USA, ça voudrait dire qu'on aurait un marché qui ferait un nouveau plus haut, donc ça sous-entend que là, la notion de récession disparaîtrait totalement. Bon, personnellement, j'y suis pas, c'est juste que je note une démarche depuis quelques jours, notamment 2-3 jours, où en effet on a bien ici une surcompensation, première accélération avec Nvidia qui a été portée, compensation avec le sell-off sur Nvidia, et ensuite réaccélération, donc c'est à dire qu'on a un marché qui reprend ici du PEPS, et que ce n'est plus porté uniquement par Nvidia, donc là on a potentiellement un signal d'une reprise, dans lequel il va falloir surveiller, est-ce que oui ou non on va faire un spring, est-ce qu'on va faire une prise de liquidité ou pas, d'accord, ou est-ce que tout simplement on est dans une redistribution pour casser baissier. Donc là on va très vite avoir les nouvelles, je pense dans les 2-3 jours on devrait avoir l'information, et cette période de ranging, de toute façon, et de non-décision au niveau du marché américain, entraîne principalement ici le flat du BTC, d'accord, il faut pas se cacher, c'est flat au niveau du BTC, principalement lié à ça. L'autre point qu'il faut prendre en considération, c'est que on est toujours ici dans une démarche où on a le gouvernement, enfin en tout cas les bonds à 30 ans, qui sont très élevés, on est à 4,2 au niveau des bonds dessus. Quand on regarde les 2 ans, on est à quoi? On est à 5%, on est à 5%, 5 ans, donc 4,3, donc à 2 ans on est toujours très très haut, dans lequel on est en train de faire des nouveaux plus hauts, on est en train d'imprimer en fait un intérêt très fort sur les bonds US, et tant que ça c'est pas lâché, ça sous-entend qu'il n'y aura pas d'injection de liquidité qui se fera ici, d'accord? Donc ça sous-entend que là on a une performance au niveau du marché américain qui est décorrélée par rapport à la valorisation, enfin l'intérêt qu'on pourrait avoir au niveau des bonds, parce que normalement on a ici une injection de liquidité au niveau des bonds, parce qu'on a un intérêt à avoir 5% sur 2 ans, d'accord, quelque chose qui est très fort par rapport à une inflation qui est dans les alentours de 3 à 3,5, donc là on est vraiment dans quelque chose où on n'a absolument pas de liquidité, et donc on a une accélération sans liquidité. Quand on aura un reversal qui se fera, bon, je peux vous assurer que là on aura quelque chose qui s'arrachera du sol totalement. Donc pour moi je suis toujours dans cette dynamique à aller chercher un plus bas, mais je surveille ici la mise en place d'une accumulation de week-off si jamais on va juste chercher sous une forme de prise de liquidité. À ce moment on risque d'avoir une réaction très forte, et il faudra être présent au niveau des graphiques au moment venu, ce sera très compliqué de le déterminer
en avance, il va falloir juste lire ce qui est en train de se passer. Niveau BTC, on est toujours relativement flat, hein, toujours là-dessus, je reviens très très vite hein, avant d'avancer. Dans cette fin d'accumulation, rupture haussière, on reteste l'AR ici, donc on reteste la zone de rupture première fois, on reteste deuxième fois, on est relativement flat, on a toujours ici une divergence haussière qui est bien présente en daily. Quand on regarde rapidement aussi dans cette vision, on voit que on a, hop, on va juste agrandir un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. On a en termes de volume quelque chose qui est plutôt cohérent, hein, dans lequel on est allé retester la partie basse, ici au niveau du volume, on voit qu'on est en train de construire ici, et que on est totalement vide, d'accord, au niveau du momentum. Ce qui explique en fait ma théorie d'aller retester ici les 28 200 pour avoir une continuité baissière, si on a une continuité baissière pour aller chercher 22 000, donc sous-entendu, rupture des 25 200, si jamais on a bien cette démarche-là. Court terme, ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours vraiment très très flat. On voit qu'on est vraiment bas depuis le 18 août. 18 août jusqu'à aujourd'hui, on n'a globalement pas bougé en termes de prix. Ça fait 10 jours, ça fait très long pour une cassure baissière de 10%. D'accord ? Normalement, on est plus dans une démarche d'avoir 7 jours, 8 jours. Arriver à 10 jours, ça commence à être vraiment long. Je pense qu'on va pas tarder à avoir un mouvement réel, parce que on a à côté une compression de liquidité qui commence à se former, ça a mis beaucoup de temps, mais c'est en train de se faire petit à petit, mais on a toujours cette zone de léthargie, d'accord, on a toujours cette zone de léthargie qui est principe qu'on peut retrouver ici, dans lequel on a un mouvement baissier, léthargie, mouvement baissier, léthargie, mouvement haussier, léthargie, d'accord, on n'a pas de sens du marché qui est en train de se faire, ce sont des mouvements liés à des sell-off, donc à des ventes fortes dans lesquelles on va créer des liquidations, et ensuite, on a une léthargie du marché dans lequel personne agit. Mais du coup, cette léthargie a entraîné quelque chose est très intéressant, qui est la représentation des, justement, holders court terme. Est-ce que oui ou non, ils sont en positif ou pas? Pour rappel, ça c'est quelque chose qui est souvent suivi, et qui est lié principalement sur l'analyse on-chain, où on est capable de déterminer, sur ceux qui ont acheté depuis moins d'un an des PTC, est-ce qu'ils sont positifs ou non? Et c'est très intéressant parce que du coup, c'est la représentation des personnes qui ne sont pas holders, d'accord? Qui sont justement des personnes qui sont court-termistes et qui ont ce qu'on appelle des mains faibles, d'accord? La capacité de pouvoir vendre rapidement si jamais ils sont négatifs. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que ça y est, la partie profit est totalement descendue, donc on a une grosse partie de sell-off qui s'est effectuée, et on est descendu suffisamment bas. On est descendu au niveau de FTX, d'accord, de la reprise de FTX et de la cassure FTX. Donc ça veut dire qu'on est revenu dans la zone de profit effective. Ça sous-entend deux choses. Ça sous-entend que les personnes qui avaient acheté dans la partie basse, on va revenir sur ce là, les personnes qui avaient acheté dans la partie basse, ici, en fait, ont justement vendu dans cette partie-là, et ceux qui restent actuellement dans le marché avec le sell-off, c'est ceux qui ont acheté dans ce top-là, d'accord? Tous ceux qui ont acheté ici ont vendu, et pareil, tous ceux qui se trouvaient ici, sur la cassure baissière, ont vendu. On se souvient ici de cette cassure ici que l'on a eu, d'accord? Les positions des top traders, on est passé de 57 à 50%, d'accord? Donc on a eu 7% ici qui ont été cassés directement. Donc ça veut dire qu'il y a eu un gros sell-off, et donc là on attend une direction du marché. Ce que l'on voit ici, c'est une temporisation en attente d'une direction du marché, donc il va falloir juste être patient comme d'habitude, et justement se déterminer quels vont être les points cruciaux. Court terme, pour moi, j'ai tendance à vous dire que on va faire de la chasse à la liquidité. Donc là, on est dans une zone classique de temporisation, quelque chose qu'on retrouve ici. Donc clairement, on va avoir ici des accélérations baissières pour avoir une accélération haussière, accélération baissière, accélération haussière, ou réciproquement accélération haussière, accélération baissière. D'accord? À partir du moment où on aura un élément, ça sous-entend qu'on aura, je pense, un retour au-dessus, parce que on est clairement dans un trading de range. Donc pour moi, je vais plutôt viser ici, on a fait une tape sur le haut, on est sur le milieu du range, donc soit on fait un rebond et on repart à la hausse pour retester, soit on s'enfonce, on récupère ici et on va aller chercher à la hausse. Donc là, il va falloir juste patienter, je pense qu'on va se retrouver certainement encore pendant une semaine, alors peut-être pas 10 jours, hein, j'ai tendance à vous dire, mais potentiellement jusqu'à la fin de cette semaine, encore dans quelque chose qui est relativement flat, avant d'avoir des décisions qui vont être faites, et surtout un retour de la liquidité. On finit le mois d'août, en attente des nouvelles, clairement, des ETF BTC, qui seront certainement reportés, on va pas se le cacher, mais donc tout le monde est pendu à ça, et ne veut pas acheter ou vendre, en attendant qu'on ait une décision. Le fait que ce soit reporté, ça nous donne 3 mois d'avoir un retour de volatilité, et d'avoir un cours qui va se comporter classiquement.
J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et si jamais vous aimez vraiment mon contenu, n'hésitez pas à le partager, ça soutient la chaîne. On se retrouve tout à l'heure à 13h30 avec une vidéo sur Phantom FTM, dans lequel on va faire un point sur la situation de Phantom, et un petit peu ce qui est en train de se passer. Vous allez voir qu'on a des zones très intéressantes, et c'est à 13h30.